Après l'énorme succès du flic de Beverly Hills, Paramount avait initialement prévu de réaliser une série télévisée basée sur les aventures d'Alex Foley et compagnie. Cependant, la star Eddie Murphy n'était pas très enthousiaste à l'idée de se lancer tête en avant dans un projet télévisé, mais était prête à se lancer dans une suite sur grand écran. Fraîchement sorti du succès massif de Top Gun en 1986, le regretté réalisateur né dans le nord-est de l'Angleterre, Tony Scott, a été choisi par les producteurs Bruckheimer et Simpson pour ramener Alex Foley à Beverly Hills. Toutefois, une première idée était de situer l'action à Londres, mais Eddie Murphy n'était pas très enthousiaste sur cette idée et sur le fait de tourner en Europe. Tony Scott, qui avait fait preuve d'un excellent talent pour la narration visuelle avec le film aérien de Tom Cruise, son travail sur les Prédateurs, ainsi que ses efforts antérieurs à la télévision et dans la publicité, l'ont amené à travailler avec le studio Paramount et l'équipe de production. Martin Brest a été abandonné par les producteurs Bruckheimer et Simpson en faveur de Tony Scott, et après l'arrivée du premier montage du film, il était clair que Scott n'avait pas un style trop subtil, mais efficace étant au premier plan en termes d'action, mais il lui manquait la touche comique du premier film. La première mouture tournée par Tony Scott ne comportait pas assez de gags au goût des producteurs, et bien qu'impressionnés par le rythme et l'action, ils ont ordonné des réécritures et ont ensuite retourné plusieurs scènes avec plus d'humour. Merde, c'est un bazooka ça! Après cette fusillade au club, je suis plus à l'aise avec un vrai pétard. Toi, tu commences à avoir la grosse tête? Tu te prends pour Clint Eastwood? Le capitaine Bogomil est brutalement abattu et laissé pour mort par le gang de l'Alphabet, et lorsque Alex Foley entend cela, il abandonne immédiatement ce qu'il fait à Détroit et vient à Beverly Hills pour retrouver les agresseurs de son ami. Alors que Bogomil se bat pour sa vie en soins intensifs, Foley rejoint à nouveau Taggart et Rosewood pour résoudre le crime. Mais les choses ont changé au sein du service de police de Beverly Hills, et le nouveau chef de la police ne souhaiterait rien de mieux que de se débarrasser de Bogomil et de son ancien service. Les trois amis doivent mener l'enquête en catimini, et les talents d'Axel pour plaisanter et mettre le nez là où il ne faut pas sont plus que jamais nécessaires. Si vous pensez que cela ressemble à l'intrigue du film original Le flic de Beverly Hills, vous ne vous trompez pas. Dans le premier film, Axel s'est rendu à Beverly Hills pour résoudre le meurtre de son ami et l'a fait avec l'aide de Rosewood et Taggart. Et dans Le flic de Beverly Hills 2, Axel se rend à Beverly Hills pour résoudre la tentative de meurtre de son ami avec l'aide de Rosewood et Taggart. Il s'agit d'un véritable cas de séquelles, dans lequel toutes les mêmes idées sont répétées, mais pas forcément avec la fraîcheur de la première fois. Les meilleures suites d'actions sont celles qui modifient la formule, comme L'Arme Fatale 2, qui s'appuie sur l'original, comme Terminator 2, ou qui exécutent leur similitude avec habileté, comme Die Hard 2. Le flic de Beverly Hills 2 a un peu de tout ça, et arrive à se démarquer du premier. Le deuxième film fait un pas en avant par rapport au premier, dans le sens où les activités criminelles sont plus impliquées et plus complexes, et il y a plus de considération en ce qui concerne le nouveau climat politique du département de police de Beverly Hills, qui constitue un autre obstacle aux héros. Cela conduit à un travail de police plus réel, ce qui était la seule action que le film pouvait réellement faire, car la plupart des éléments du poisson hors de l'eau avaient été épuisés dans le premier film. La politisation du service de police était une autre décision judicieuse, car elle présente davantage de problèmes qui n'ont rien à voir avec les méchants, ce qui oblige Rosewood et Taggart à agir davantage comme Axel pour faire le travail. C'est une belle évolution par rapport au premier film, et montrait que les cinéastes n'allaient pas s'appuyer sur la même formule que le premier film, à quelques exceptions mineures près. En plus des personnages et des acteurs clés qui ont dû revenir pour la deuxième partie, un autre moment fort emblématique fait également son retour pour la suite, le thème musical Alex F d'Harold Faltermeyer. La partition de synthétiseur, qui a dû contribuer à vendre 1 milliard de claviers Yamaha dans les années 80, est un morceau de musique tellement cool et tellement 80s qu'il est désormais la signature du personnage principal et du film. En plus du thème principal, nous avons également des choix intéressants sur la bande sonore, comme le morceau Check Down nominé aux Oscars. Dans cette suite, il y a donc plus d'action, mais une partie de la magie est perdue au profit d'une intrigue plus complexe, de méchants un peu moins intéressants, et d'un ratio disproportionné de tirs et d'explosions plus important que l'humour. Eddie Murphy peut toujours prononcer des répliques improvisées, mais elles semblent toutes répétitives. La fraîcheur de ses dialogues effrénés et son humour impétueux ne ressortent plus, du moins pas autant que le premier. Comme pour la plupart des suites, l'histoire, les personnages, les gags et le style se détériorent un peu, et cette franchise ne fait pas exception. Eddie Murphy est toujours définitivement Eddie Murphy, mais même avec les visages familiers et la chimie similaire entre le trio principal de flics, ce deuxième opus ne peut pas recréer l'atmosphère presque parfaite de l'original. Mais heureusement, la bonne énergie et le côté hyper cool du film nous tient en haleine de bout en bout. Oui, là, c'est tout droit.
Vous descendez les marches. On a bien failli péter. Toutes les comédies d'action de ces 30 dernières années, qu'il s'agisse de Bad Boys ou de Rush Hour, ont une dette envers le flic de Beverly Hills. Et aucun d'entre eux est à son niveau. Le film était le deuxième film le plus rentable de 1984, finalement devancé par Ghostbusters, recevant des nominations et faisant d'Eddie Murphy une superstar mondiale. Son influence a été filtrée à travers tant d'imitations pâles et inférieures qu'il est facile d'oublier l'impact massif qu'elle a eu sur Hollywood. Deux de ces imitations inférieures sont ses deux propres suites, mais comme son prédécesseur, le deuxième épisode de la franchise a eu de bons résultats et a contribué à consolider le statut de premier plan du réalisateur Tony Scott en tant que réalisateur de produits hollywoodiens élégants, efficaces et à succès. Les deux premiers films de la franchise essayaient d'atteindre deux objectifs distincts. Le premier était davantage axé sur les accès comiques de la performance de Murphy, tandis que le second était davantage un film d'action policier traditionnel. L'action de ce film dépasse donc facilement le film original, avec de nombreuses scènes d'action doublées au moins, avec plus de poursuites, de coups de feu, d'explosions et de rythme que le premier film. Cette fois, il y a une poursuite importante avec une bétonnière, les gentils causant toutes les destructions, par opposition aux méchants. C'est probablement l'une des rares fois où vous verrez ce type de véhicule impliqué dans tout ce chaos. La séquence finale comporte son lot d'explosions et de fusillades. Je viens de bousiller des collègues. Ouais, je sais, c'est rien, je connais ce gars-là. C'est un con. Ne vous méprenez pas, Axel était cool aussi dans le premier film, mais il était cool parce qu'il s'en fichait. Il courait dans les rues de Beverly Hills avec un sweatshirt, un sweat à capuche bleue. Il a déjoué et dépassé tous ceux qu'il a rencontrés. Et la joie du film a été de voir cet étranger démolir les artifices et la superficialité de l'élite riche, vivant dans de belles demeures. Dans la suite, il est un peu plus agressif, bousculant les gens et leur prenant de l'argent. Sa spécialité étant d'amener les gens à le soudoyer, non pas parce qu'ils l'ont prévu, mais parce qu'il est meilleur qu'eux. C'est la mission du flic de Beverly Hills 2. Eddie Murphy est meilleur que tout le monde. De la même manière que ses premiers instants suggèrent que Alex Foley, impeccablement habillé et vaniteux, à qui nous sommes présentés, fait désormais partie de la même classe superficielle à laquelle il s'opposait à l'origine, est l'esthétique de cette suite aussi. Martin Brest, qui a réalisé l'original, n'est pas vraiment un styliste, il a photographié Beverly Hills avec une sorte d'approche anthropologique ou comme quelque chose à observer. Tony Scott est tout à fait stylé et crée un look très élégant et beau, affinant encore ce qui allait devenir l'esthétique Simpson-Brockheimer, portée par Michael Bay, Dominic Sena ou Simon West. L'esthétique, les filtres orange et même la cinématographie pendant les scènes de casse ont inspiré grandement Michael Bay pour le premier Bad Boys et un peu The Rock. En accordant autant d'importance aux surfaces, Tony Scott renforce encore l'idée selon laquelle Axel Foley est devenu un peu un vendu, désormais solidement ancré dans une société dans le pot d'échappement, dans lequel il a autrefois mis toutes les bananes. Moi, je suis un vrai businessman, ok? Il faut que je cavale, il faut que ça bouge, la vie, c'est ça, ça bouge. La vie, c'est ça, un businessman, il faut que ça bouge, je peux pas mettre les jouer ailleurs, parce que le businessman, c'est ça, il faut que ça bouge. Excuse-moi, ça bonsoir, Jürgen Prochnow joue le méchant chef dans ce film, mais il est fondamentalement une copie conforme de Victor Maitland du premier film, bien qu'avec moins de menaces et moins de temps à l'écran. Dean Scottwell est un méchant secondaire qui ne dépasse jamais vraiment le statut de méchant dangereux. La vraie méchante et la vraie vedette de ce film est Brigitte Nielsen. Elle est littéralement la première méchante à l'écran et la dernière à la fin du film. La méchante Amazon de Nielsen respire la présence, et le film l'utilise intelligemment, utilisant son avantage naturel en termes de taille pour la montrer dominante au sens propre et au figuré sur les autres personnages. Dites, ça doit prendre longtemps pour raser ces jambes-là. Je suppose que c'est censé être un compliment. Non, c'est une façon de proposer mes services. Non, sans façon. On lui donne tout ce que les vrais méchants doivent faire dans le film. C'est elle qui exécute les braquages et tire sur le personnage interprété par Ronny Cox. Son caractère de reine des glaces et son look intimidant et élégant en font une redoutable adversaire. Brigitte Nielsen avait joué l'héroïne Red Sonja dans Calidor, l'épouse du redoutable et méchant Ivan Drago dans Rocky IV et la demoiselle en détresse dans Cobra, qui curieusement était un film né de la version originale de Sylvester Stallone du flic de Beverly Hills, autrefois destiné à lui servir de véhicule. Merde à Rambo.
Mais Nielsen n'a jamais fait autant impression que dans Le flic de Beverly Hills 2. Sur ses 1m85, une touffe de cheveux blonds, de l'eau glacée coulant dans ses veines danoises, elle ne passe pas beaucoup de temps à l'écran, mais parvient à voler le film. Toutefois, la façon dont elle est traitée par le film, qui comme un certain nombre de films de Murphy dans cette période, est fortement misogyne. Faire de Brigitte Nielsen une méchante imposante n'est pas anti-femme, c'est l'égalité. Le problème survient lorsqu'elle est le seul personnage féminin important, entouré de stripteaseuses et de playmates playboy. Pour en revenir à Sylvester Stallone, plusieurs références lui seront faites dans Le flic de Beverly Hills 2, notamment avec les présences d'affiches de Rambo 2 et Cobra dans l'appartement de Billy. T'es fissuré, Billy.